Globalement, si je dois schématiser ce qui fait le succès d'une campagne, c'est la somme de tous ces éléments-là. C'est-à-dire que globalement, quand une campagne ne fonctionne pas, ça peut être un seul de ces éléments. Donc on verra que le plus important, c'est d'avoir un bon fichier de base. Il est évident que si vous voulez vendre des nains de jardin, ça ne sert à rien d'écrire à des gens qui n'ont pas de jardin. Ça peut sembler idiot, mais c'est très compliqué de se procurer la donnée de base. Il faut avoir un message, une promesse intéressante. J'enverrai la présentation à ceux qui le souhaitent. C'est pas la peine de faire des photos. Il vous faut un bon message, bien construit. Et là, je parle de la technique du message. Je ne parle pas de l'offre que vous faites, c'est la façon dont vous la vendez. Parce que c'est un support qui est très très spécifique. Au niveau routage, il y a plein de choses à savoir pour éviter d'arriver en spam. Et ensuite, il vous faut des pages d'atterrissage très très cohérentes par rapport à votre message. C'est un des gros points faibles en général des campagnes. Et tout ça va vous donner une conversion générale. Donc je vais aborder en 10 points ce qui est important. Je vais revenir assez souvent sur une étude qui est l'EMA B2B, qui est faite chaque année par la SNCD. Ça fait 6 ans qu'ils font la même étude et où ils posent les mêmes questions. C'est combien de mails vous recevez par jour, qu'est-ce qui fait que vous les ouvrez, quel jour il faut envoyer les mails, est-ce que vous voyez les images, enfin voilà. Donc c'est assez intéressant parce que nous, techniquement, on s'appuie beaucoup sur cette étude. Et le fait qu'elle ait eu lieu depuis 6 ans, ça donne des constantes. C'est-à-dire quand on a le même chiffre à 2 ou 3% près pendant 6 ans, on peut considérer que c'est une vérité. Ce qui ressort globalement de cette étude, c'est qu'aujourd'hui, on a une nette baisse des volumes de mails reçus. Essentiellement parce que les politiques anti-spam ont beaucoup évolué. Donc aujourd'hui, on reçoit en moyenne, c'est une moyenne, 43 emails sur une journée, dont 10 publicitaires. Autre chose intéressante, sur les 3 dernières années, on voit que l'utilisation du smartphone et de la tablette est en nette chute au niveau de la lecture des mails. Je parle du B2B. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une mode, notamment au niveau des tablettes, d'équiper des gens de tablettes, et les boîtes sont revenues en arrière, parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas installer les logiciels qu'on souhaite, et l'ordinateur reste le support vraiment le plus important. Alors ça, c'est important au niveau de la construction du message, au niveau de ce qu'on appelle le responsive, c'est-à-dire le fait d'adapter le message à la lecture sur différents supports, qui est quelque chose d'assez coûteux. C'est beaucoup plus compliqué de construire un message responsive, et c'est pas toujours intéressant. On va passer aux 10 commandements. Le premier, c'est de ton fichier, tu t'occuperas. C'est la chose la plus importante. Vous avez tous un marché, maintenant on peut le définir. Si vous êtes dans la quincaillerie, c'est les entreprises du bâtiment, les industriels, les responsables de maintenance, ça va être telle région, ça va être tel type d'interlocuteur. Ce marché, vous le définissez. Bon. Vous aimeriez bien avoir la totalité de ces personnes sous la main pour leur écrire à tout moment, mais ce n'est pas le cas. Vous ne possédez qu'une partie de ces données. C'est ce qu'on va appeler vos prospects. C'est là-dessus qu'on va travailler essentiellement. Et certains de vos prospects deviendront des clients. En général, les cercles, si je les avais mis à l'échelle, ils seraient beaucoup plus petits. C'est-à-dire que les prospects, ça serait à peu près la taille des clients, et les clients, ça serait un tout petit rond. Quand on a comme client 5% de son marché, c'est déjà énorme. Lorsqu'on travaille sur son marché, c'est-à-dire sur l'extérieur, on fait, moi je qualifierais ça de la publicité, c'est-à-dire qu'on va balancer un message un peu dans l'inconnu sur une cible qu'on va tenter de choper via des médias en fait. Quand on prospecte, c'est déjà beaucoup plus précis, ce sont des gens avec qui on a déjà eu un contact, on a leurs coordonnées, on a leur mail, on a leur téléphone, leur adresse, on peut faire des choses beaucoup plus ciblées, et sur les clients, on fait de la fidélisation. Ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver mais dans toutes les campagnes, systématiquement. Dès qu'on travaille sur des listes extérieures, si vous venez nous voir en disant ben voilà, faites-nous une campagne de prospection sur des adresses qu'on ne possède pas, parce qu'aujourd'hui par exemple on n'a pas de fichier, c'est très coûteux. C'est ce qui coûte le plus cher. Ça, c'est abordable sur les prospects et c'est très rentable sur les clients. Globalement, on peut dire que quand on a un retour de 1
sur des listes extérieures, on est à 2 sur les prospects et on est à 4 sur les clients. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vous incite franchement à gérer votre fichier client en bon père de famille. Déjà, il faut une base de données, il faut un contenant. C'est pas évident. C'est pas évident. Bonjour. Allez-y. Il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas les moyens techniques de stocker des informations, notamment des informations prospects. Donc, lorsque vous allez prospecter, vous allez ajouter de la quantité à ce fichier. Sur ce fichier, vous allez pouvoir créer un plan de fidélisation. Et vous aurez forcément des gens qui quitteront ce fichier, parce que les entreprises ferment, les personnes déménagent. Voilà, ça c'est un fait. Lorsqu'on est en prospection, on aura souvent des objectifs très quantitatifs. Nous, nos clients nous demandent autant de devis, autant de contacts, autant de visites sur leur site web. On est vraiment sur du quantitatif. Alors que quand vous êtes en fidélisation, on est beaucoup plus sur de la qualité. Je parle du message. On va essayer d'expliquer que vous nous connaissez pour ce produit A, mais on fait aussi ce produit B. Ou vous utilisez un de nos services, mais pas à fond. Ou on a des nouveautés. C'est pas du tout le genre de message qu'on veut utiliser en prospection. C'est deux mondes à part. Donc pour collecter la donnée et la qualifier, il faut mettre en place beaucoup de choses au sein de l'entreprise qui sont liées à la discipline. Donc, il faut qu'il y ait une discipline de collecte. Ça va être sur les points de vente, la création d'une carte de fidélité. Ça va être le fait de saisir systématiquement dans ce fameux réceptacle. Ça peut être un logiciel de CRM, ça peut être plein de choses. Ça peut être un site web. Moi, j'utilise beaucoup mon site pour noter des adresses. Hier, j'ai eu quelqu'un au téléphone. C'était un prospect. Ça s'est assez bien passé. Je suis allé l'inscrire à ma newsletter sur mon site. Parce que c'est la façon la plus simple pour moi de le faire. Sur Internet, sur vos sites, il faut systématiser les formulaires. Arrêtez de donner des PDF gratuitement. Il faut qu'il y ait des formulaires partout. Il faut que les personnes s'identifient. On peut récupérer jusqu'à 4 à 5% des visiteurs via des formulaires. Je vous montrerai quelques exemples. Et après, on a aussi des possibilités de traitement automatique. Par exemple, j'ai des clients, je n'ai pas leur mail. Pas un problème. Donnez-moi vos clients, je vais vous donner les mails qui correspondent. Ou j'ai déjà 20% des agences France Bonhomme en France qui sont clients de chez moi. Je voudrais les 80% autres. Et je voudrais les contacter, mais vite, je ne vais pas le faire à la main. C'est pas très compliqué. On peut, via les numéros de sirène et l'appartenance à un groupe ou les enseignes, récupérer ces informations de façon massive. Évidemment, le travail par le personnel et les formulaires web, il se fait un petit peu gratuitement. Il y a un petit peu d'investissement pour créer les choses. Les traitements, c'est beaucoup plus cher. Par contre, ça permet d'aller très vite. Ensuite, votre donnée, je ne vais pas trop m'y attarder, parce que j'ai des conférences spécifiques sur le fichier. Il va falloir le ranger un petit peu, il va falloir le segmenter. Donc, d'un point de vue géographique, au niveau du type d'acheteur, est-ce que c'est un vendeur, est-ce que c'est un utilisateur final, est-ce que c'est de l'export, quelle langue il va parler par exemple. Nous on a beaucoup de plans newsletters qui sont multilingues, et moi il faut l'info de la langue. Et évidemment l'activité. Alors c'est la chance qu'on a en B2B, nous on fait beaucoup plus de B2B que de B2C, également pour des raisons d'opt-in, on y reviendra après. On peut très très facilement segmenter par l'activité des entreprises aujourd'hui. Et avoir un plan marketing qui peut être éclaté par exemple sur commerce, industrie, public, santé. C'est des choses qu'on fait assez facilement. Alors quelques exemples, ici vous avez un formulaire de parrainage. Dès que j'ai passé une commande, je reçois la proposition d'un parrainage et ça permet de collecter du mail. Autre exemple, après X pages parcourues sur un site, après X temps passé sur un site, ça c'est des choses qu'on peut paramétrer en back-office sur le site internet, on va afficher un pop-up. Alors on ne va pas le mettre systématiquement, mais si une personne par exemple était à la 4e page sur un site, on va lui dire vous semblez intéressé par nos produits, est-ce que vous voulez notre catalogue, est-ce que vous voulez être rappelé, avoir un rendez-vous. Ça collecte énormément de données. Ah oui, on est sur des formulaires très simples, il y a 3-4 champs.
Autre chose très intéressante, une fois que vous avez un fichier qui est propre et que vous avez mis en place une segmentation, c'est d'avoir une saisie assistée. Alors ça concerne le B2B. Mais en fait, vous demandez à la personne la raison sociale, le code postal, hop, on va interroger l'INSEE. Alors, je devrais plus mettre l'INSEE maintenant, puisqu'on est en open data et c'est de la donnée gratuite, mais ça reste de la donnée de base INSEE. Donc on va rechercher combien d'entreprises s'appellent Business Link à Tourcoing, et on voit qu'on en a 3. Et moi je suis la première. Je coche, et toutes les informations, adresse, code postal, téléphone, tout ça remonte automatiquement, et surtout on récupère le SIRET, le code NAF et plein d'informations qui vont nous permettre de segmenter notre fichier et d'avoir un suivi marketing cohérent. Tout ça pour vous dire, et ça sera un petit peu la fin sur la partie fichier, parce que là il y a énormément de choses à dire, il faut essayer de faire comme a fait l'humanité dans toute son histoire, passer de la cueillette à la chasse, puis à l'élevage. Clairement, votre fichier, vous devez considérer que c'est une ferme. Hein, quand on va à la pêche, qu'est-ce qu'on vous dit? Ça a mordu? Non. Bon, voilà. Et là, on retrouve ces notions de taux de conversion dont je vous parlais. Quand on fait de la pub, quand on est à l'extérieur, on ne sait pas trop ce que ça va donner, et on est sur des taux de conversion relativement faibles. Alors que tous les matins, la personne qui va traire ses vaches sait qu'elle aura du lait. On ne se pose même pas la question. Petite chose aussi assez simple, et peu de gens le font dans leur campagne d'emailing, c'est au moins mettre en repoussoir les emails et si mieux les numéros de SIRET. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises qui achètent de la donnée qu'ils possèdent déjà. Nous, on le voit tout le temps. Exemple, on me dit, voilà, je veux contacter toutes les boîtes du bâtiment du Nord-Pas-de-Calais. Ok, super. Vous avez déjà des clients? Bah oui, on a au moins une sur deux qui est déjà client chez nous. Super. On ne va pas leur écrire. Mais en fait, la plupart du temps, les entreprises sont infoutues de nous transmettre ces données. Alors, il y a les adresses, hein. Ok. Mais c'est pas rédigé correctement, c'est pas la bonne raison sociale. Donc, typiquement, ce que vous allez trouver, c'est que sur les enseignes de distribution, on va mettre l'enseigne du magasin. Hein, ça va être au Bon Pain. Mais en fait, la boîte s'appelle Dupont SARL. Hein. Donc nous, on n'arrive pas à faire ce rapprochement. Et donc ça, c'est quelque chose d'important parce que les entreprises rachètent tout le temps de la donnée qu'elles possèdent déjà. Ça, c'était le commandement numéro 1. On fera les questions à la fin, si vous voulez bien, hein, vous les notez. La première impression, tu soigneras. Alors, personne ne pense à ça quand il fait une campagne d'emailing. Je ressors mon étude Emma B2B, c'est pas moi qui parle. C'est une étude qui est faite sur les 3 dernières années. Hein. Pourquoi je vais ouvrir un mail? Et c'est le plus important. Hein. Si on n'ouvre pas le mail, on ne cliquera pas dessus. Jusque-là, j'ai bon. Motif numéro 1, j'ai confiance en l'expéditeur. Ça veut dire que globalement, il faut des expéditeurs qui inspirent confiance. Donc les expéditeurs, votre devis, ma facture, pas bien. Si vous êtes connu, si vous êtes une entreprise connue, utilisez votre nom. Hein, si vous appelez Traîneau des Camps, utilisez Traîneau des Camps. Pas Corinne de chez Traîneau. Il y a beaucoup de gens qui font ça pour essayer de dire on va faire un truc sympa, on va essayer de personnaliser. Non. Je connais l'expéditeur. Alors ça, c'est aussi très important. La régularité dans vos envois est quelque chose de capital. Plus vous écrivez, moins vous serez désabonné. C'est-à-dire qu'il faut une certaine fréquence. Il ne faut pas spammer les gens. Mais si, par exemple, vous n'écrivez pas pendant 1 an, je peux dire vous redémarrez à 0 et vous allez vous taper 2,5-3% de désabonnés sur le premier envoi. Donc la régularité est très importante parce que c'est ce qui augmente l'ouverture. On pourrait croire qu'il y a une érosion dans le temps à force d'écrire, c'est pas vrai. On a véritablement des taux qui augmentent avec le temps. Un objet pertinent. Nous, on a des clients, ils vont passer des heures à nous saouler sur des couleurs, sur des machins. Et l'objet, c'est tout juste, ils nous disent ouais, vous mettez ce que vous voulez. L'objet, c'est ce qu'il y a de plus important. Il faut des objets qui intriguent, qui donnent envie d'ouvrir. On l'a vu, on reçoit en moyenne une 50aine de mails par jour. Et si on est dans le tertiaire, on en reçoit beaucoup plus que ça. Donc il faut sortir du lot. Il faut trouver des trucs intéressants. Et surtout, il faut se mettre à la place de la personne qui reçoit.
Personnalisation de l'objet, c'est pas quelque chose de si important que ça. Et l'évocation d'une promotion dans l'objet, non, faut pas. C'est pas une demande, c'est pas ce qui intéresse les gens. Et très souvent, ça va être un des motifs de mise en spam, on en parlera après. On va le faire dans un deuxième temps. Donc mettre dans l'objet moins 20%, mettre des prix, promotion, solde, tout ça, c'est pas une bonne idée, c'est pas dans l'objet. Et on voit que, qu'est-ce qui intéresse les gens? C'est s'informer, en un. Moi, j'aime bien avoir de l'info. Découvrir des nouveautés. Et les offres promotionnelles, c'est pas du tout ce qui intéresse. C'est pas du tout ce qui intéresse. Quand vous êtes en emailing, en prospection, c'est de la drague, donc il faut être un petit peu elliptique. Chercher de l'info, tu viens souvent ici, oui, on t'appelle. Ouais, bon. Si on va directement dans le vif du sujet, c'est grossier. C'est pareil, en emailing. Commandement numéro 3, simple et efficace, tu seras. Beaucoup de gens font des trucs beaucoup trop compliqués. Il y a 4 sujets dans le message. On ne sait même plus de quoi ça parle. C'est trop compliqué. Vous avez 4 sujets, faites 4 messages. C'est bien. On cherche toujours des thèmes, des prétextes pour écrire. Tant mieux. Mais séparé. Faites simple. Beaucoup de gens veulent faire ça, en fait. Là, on a rendez-vous cet après-midi dans une entreprise qui fait l'immobilier de Tolé. Ils n'ont jamais fait de newsletter. Je sais pertinemment que cette première réunion, ça va partir dans tous les sens. Ils vont dire qu'ils recrutent un nouveau livreur, qu'ils sortent un nouveau produit, que l'un nouveau catalogue est sorti. En fait, ça va devenir le machin qui sert à tout faire. Et bah, quand on veut tout faire, on ne fait rien de façon correcte. Donc, méfiez-vous du couteau suisse. Il faut faire des choses simples. Alors, exemple de message simple. Ça, c'est un vieux message, en 2010. C'est un des premiers qu'on ait fait. La marque, une accroche, un produit, 2-3 avantages, un bouton pour cliquer. On est vraiment dans la diagonale. Je pars de là, j'arrive ici. C'est le message de prospection typique. Super simple. Et qui fonctionne. Autre message. Là, on cible des gens dans la tôlerie et la mécanique pour proposer un catalogue de pièces détachées. La marque, le catalogue, il y a une seule image sur le message. L'accroche qui est demandée de catalogue Émile Morin. On détaille un petit peu ce qu'il y a dans le catalogue. On met en avant 47 000 références disponibles. Demandez le catalogue, point. Ce sont des messages extrêmement simples. Et vous voyez sur un modèle assez ramassé, puisque il y a beaucoup de gens qui veulent faire des emailing format papier, comme si on les imprimait en fait sur du A4, alors que nos écrans sont en format paysage. Même chose ici, la demande de catalogue doublé, extrêmement simple. Commandement numéro 4. Plus tu voudras vendre, moins tu vendras. Plus vous essayez d'aller vite dans le processus de vente, plus les taux vont descendre. Exemple, ce sont des messages qu'on assume, hein, on les a fait. Mais dès que vous êtes dans du message produit, vous refermez complètement le spectre vis-à-vis de vos clients. Si je ne suis pas intéressé par ce type de produit, voilà, si je n'ai pas besoin de ça à l'instant T, je m'en vais. On a déjà refermé sur le produit et l'acte d'achat. Alors que si on est beaucoup plus général dans ce qu'on propose, ça c'est une newsletter qui est envoyée à des gens du bâtiment et à des architectes. On disait tout à l'heure, c'est quoi la motivation pour ouvrir un mail ou le lire? C'est j'ai besoin d'informations. Donc c'est beaucoup plus large et ça fonctionne beaucoup mieux de dire, mais voilà, il y a une nouvelle loi sur l'eau, il y a la loi Allure, en savoir plus. Donc on commence à parler du début de la loi, et on propose d'en savoir plus sur le site de l'entreprise ou en téléchargeant un PDF. Avec ici toujours des boutons assez évidents, découvrir le projet, obtenir mon code, en savoir plus, ce qu'on appelle des call to action. Le but c'est que les gens cliquent. En fait l'objectif là-dedans c'est quoi? C'est savoir sur les 5000 architectes de mon fichier qui sont les 150 qui sont intéressés par la loi sur l'eau. Parce que ça tombe bien, j'ai un super produit. Et là je vais pouvoir les rappeler et leur proposer plein de choses.
Téléchargez des docs. Vous avez tous des plaquettes, des brochures en PDF. Proposez-les simplement en téléchargement. Et vous saurez qui a téléchargé. Vous ne pouvez pas prospecter la totalité de votre fichier, il est trop gros. Donc on envoie ce type de message. Toutes les personnes qui ont cliqué ici, on les rappelle, on sait qu'ils ont pris connaissance de la documentation de produit. Tout ce qui est actualité, ça fonctionne très bien. Ça, c'est un message qu'on a fait pour Rapid Flyer. On en a fait un pour doubler sur tout ce qui était matériel électoral qui est parti la semaine dernière. Il faut surfer un petit peu sur ce qui se passe. Il ne faut pas avoir peur de chambouler un plan pour y coller. On a fait en son temps les masques respiratoires pour le H1N1. On a fait les alarmes incendie. On a fait les éthylotests. En ce moment, c'est l'accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées. C'est le truc, toutes les boîtes se font emmerder là-dessus. Donc ça, c'est un document qu'on a fait pour Traîneau des Camps il n'y a pas très longtemps. Mais on l'a fait également pour des gens qui sont dans le bâtiment sur tout ce qui est accessibilité, les rampes d'accès. Enfin voilà, c'est tendance. Donc il faut surfer un petit peu dessus. Le fait de le faire maintenant, on aura des bien meilleurs résultats que de le faire dans 5 ans. Tout ce qui est pénurie, c'est aussi un truc très intéressant. Ces messages sur le froid, mais on a les mêmes sur des doudounes et des parkas pour quelqu'un qui est dans le vêtement professionnel. Ces messages-là, ils sont prêts. On attend les alertes Météo France. Et sur les départements où on a vraiment la vigilance orange, verglas, boum, ce message part. Mais ça veut dire qu'il faut un fichier, on revient à nos basiques, correctement qualifié. Si j'ai pas le champ département, je peux pas le faire. Ça va être très compliqué de s'amuser à faire un tri. Il faut voir ça à la météo le soir et préparer la campagne le lendemain matin. Et il faut évidemment que le message soit prêt. Ben voilà, je parlais du froid. Les messages vidéo. La vidéo, c'est très à la mode. Si vous voyez, vous êtes filmé là ce matin. Aujourd'hui, on fait nos conférences, on les filme, on les met sur notre chaîne YouTube. Les gens aiment bien voir les vidéos. C'est sympa pour démontrer des produits. Il y en a de plus en plus disponibles. Donc il ne faut pas hésiter. Mettre en avant une vidéo dans un message, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Donc ça, c'est au niveau du contenu. Donc on fait simple. Un message, une idée. Ensuite, il y a la segmentation. On ne va pas s'adresser à des personnes différentes qui n'ont pas les mêmes besoins et leur raconter la même chose. C'est les grands basiques du marketing. Donc globalement, c'est ma diapositive, des Smarties. Là, vous avez un fichier qui est hétérogène. Il y a un petit peu de tout type d'activité, des petites boîtes, des grosses boîtes, des clients, des prospects, tout est mélangé. Et ces gens-là, vous leur faites un message. Alors, je vais être sympa, vous faites 1,80 de taux de clic, de conversion, de tout ce que vous voulez, de visite sur le site, on s'en fout un peu. C'est un chiffre très optimiste, hein, en général, on est bien en deçà. Lorsque vous allez trier par segment vos clients et leur faire un message adapté, vous aurez des taux qui vont largement augmenter. Vous aurez aussi des taux inférieurs à la moyenne, c'est ce que j'appelle le bas fichier. C'est des gens qui sont un peu là par hasard. Voilà. Là, toutes les personnes qui sont là aujourd'hui, vous allez intégrer le newsletter. Sinon, je n'appliquerai pas ce que je vous vends. Donc, est-ce que vous avez tous une appétence énorme pour notre entreprise et ce qu'on raconte? C'est pas gagné. Il y a certains d'entre vous qui vont aller dans le vert, d'autres qui vont aller dans le rouge. Mais ça va se ranger tout seul, ça. Ceux qui ne sont pas intéressés se désabonneront. Voilà. Mais en tout cas, on passe de 1,8 à 3,1. Alors ça, c'est important, parce que très souvent, quand vous êtes sur des marchés de niche et des marchés un petit peu pointus, votre cible, elle n'est pas énorme. Nous, en B2B, le souci qu'on a très régulièrement, c'est qu'on a quasiment des clients qui ont la totalité de leur marché en base. Et ce n'est pas des fichiers énormes. Sur certains marchés, avec 50 000 mails, vous avez quasiment tout. Je prends un exemple. J'avais rencontré une boîte, avec qui on n'a pas signé d'ailleurs, hein, mais ils vendaient du matériel ophtalmologique. En plus, qui était aux normes françaises, donc ils ne pouvaient pas le vendre à des ophtalmos allemands. Donc son marché, c'était la France. Et il m'a dit, il y a 6000 ophtalmos en France. Son marché, c'est 6000 boîtes. Donc la problématique, quand vous avez 6000 entreprises, c'est pas le prix de routage. Nous, on est à 10 € le mille.
Ça coûte 60 € d'écrire la totalité des ophtalmos. Donc la problématique, elle n'est pas là. Elle est sur les taux de retour. Elle est sur le fait que quand j'écris à 6000 ophtalmos, il n'y en a pas 4000 qui vont recevoir le message en spam. C'est-à-dire que comme on est sur des petits quantitatifs, on ne peut pas contrebalancer par le volume. Je ne sais pas si vous me suivez. On doit vraiment faire de la qualité. Et un des moyens de faire de la qualité, c'est de segmenter. Exemple. Pour la société Doublet, qui vend des drapeaux. Un drapeau, c'est un drapeau, c'est un bout de tissu qui flotte dans le vent. Donc en fait, ce qu'il faut expliquer aux clients, c'est ce drapeau, il va te servir à quoi et qu'est-ce qu'il va t'apporter. Donc là, on est sur tout ce qui est associatif. Donc, et la photo, et le texte, et l'accroche, et les accessoires qu'on va mettre en avant vont être propres à chaque cible. Donc là, on a les associations. Ici, on a le monde automobile. On parle de la base autocale, qui est le petit support qu'on met sous le pneu pour pour tenir le drapeau. Ici, on est sur tout ce qui est commercial, centres commerciaux. Donc, comme on est sur des grands parkings ouverts au vent, on a tout ce qui est base LST, base platine. Puis en général, on veut toujours un drapeau plus grand que son voisin, donc on commence à faire des machins de 8 mètres de haut. Autre segment, le sport. Enfin voilà. Le fait de segmenter, ça permet que le client, en arrière, voilà, ça permet que le client s'identifie beaucoup plus vite et on lui apporte tout de suite la réponse qui l'intéresse. Sinon, on aurait pu faire un message générique avec, on aurait pris par exemple le drapeau de l'automobile, on l'aurait envoyé à des clubs sportifs, à des mairies, ils n'auraient pas pu s'identifier. Je ne parle pas que de l'image, je parle également du texte et des accroches. Exemple, là vous avez fiché la société rayonneur, on a rayonneur segment ici. Vous avez industrie légère, grossiste, bâtiment, industrie lourde, grossiste, voilà. Selon ces segments, on ne va pas envoyer les mêmes messages. Alors on a 11 segments chez eux, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on fait une campagne, on envoie 11 types de messages différents. Parce que c'est bien, hein, moi j'aimerais bien, mais c'est trop cher. Et c'est pas toujours utile. Là, en l'occurrence, on a créé 3 types de messages. Donc sur tout ce qui est industrie, grossiste, transport, logistique. On s'est rendu compte aussi, hein, via des études avec les commerciaux, qu'on était globalement sur la recherche d'un produit très basique, avec un prix d'entrée. Donc voilà, on propose de la mezzanine métallique, extrêmement basique, avec des accessoires très très industriels. Lorsqu'on est sur tout ce qui est beaucoup plus tertiaire, les concessions auto par exemple, on va proposer essentiellement des mezzanines qui permettent d'accueillir des cloisons de bureaux. Parce que ça permet en fait de libérer de la place au sol, d'exposer 3-4 voitures en plus, et on met les bureaux à l'étage. Si vous allez en grande distribution, les bureaux sont tous en l'air sur des mezzanines. Donc c'est un gros marché. Mais c'est pour y mettre ses salariés. Alors que quand vous faites monter, comme dans ce club de sport, des gens qui vont pédaler pour perdre du poids, là ce sont des clients. C'est des établissements qui reçoivent du public, c'est pas du tout les mêmes normes, c'est pas les mêmes escaliers, c'est pas les mêmes garde-corps. Voilà. Donc on a le même produit, à la base c'est une mezzanine métallique, on le vend à des personnes différentes, on raconte pas les mêmes choses. Autre exemple, on a un client qui fait du négoce de machines-outils, qui a un fichier. La particularité de ce client-là, c'est qu'il fait 2 campagnes par semaine à peu près. Pourquoi ? Parce que dès qu'il achète une machine d'occasion, il envoie un mail en disant voilà, j'ai cette machine, ça intéresse qui ? Ce qui fait qu'on peut vite être saoulé. Et si vous avez, je prends un chiffre un petit peu extrême, 1% des abonnés à chaque envoi, à la fin de l'année, il n'y a plus de fichier. Donc on a créé des intérêts. C'est pas vraiment des segments, c'est des intérêts. Et quand les personnes s'inscrivent à la newsletter, elles disent bah moi je suis intéressé par la tôlerie, la mécanique. Après on n'est pas idiot non plus, d'après les codes NAF, on a affecté nous-mêmes aussi des catégories. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans la mécanique est forcément mécanique. Quelqu'un qui est serrurier, par exemple, qui fait des portails, va être dans la tôlerie. Ce qui fait qu'on sait déjà les types de machines qu'on peut proposer. Et quand on a une machine, ici, qui est une presse plieuse, on écrit uniquement aux gens de la tôlerie. Et ça, le but, c'est pas d'avoir des meilleurs rendements. On a des meilleurs rendements de fait, puisqu'on écrit qu'aux gens intéressés. Ici, on a un exemple de mécanique avec... je sais pas ce que c'est une fraiseuse ? Peut-être.
C'est de la mécanique en tout cas. Donc là, c'était sur la segmentation. Ensuite, le contenu, on peut le personnaliser. Alors personnaliser le contenu, ça permet, c'est un petit peu comme l'objet, ça permet soit d'attirer l'attention, soit de créer une relation de proximité. Il ne faut pas en abuser. Hein. C'est Monsieur Jonker, il faut y aller mollo, mais des fois c'est assez intéressant. On peut faire des campagnes trigger très très intéressantes. Vous écrivez, je me rappelle d'un message qu'on a fait pour un client qui est dans les compresseurs. On disait bonjour Monsieur Jonker, je me permets de vous écrire suite à l'acquisition du matériel de marque machin en novembre 2015. Tout ça, c'est des infos qu'on avait récupérées de leur ERP. Mais quand vous démarrez un message comme ça, il est lu, on a eu des taux de lecture qui étaient vraiment énormes. Parce qu'on a personnalisé le contenu à la personne. Donc là, on a les opérations classiques de fait, mais tous les emailing, ce qu'on appelle trigger, les emailing réflexes qui font suite à une commande, par exemple, votre commande a été livrée, elle est en cours, ou vous avez acheté un de nos produits, est-ce que vous pouvez répondre à 2-3 questions, est-ce que vous êtes satisfait, sont des messages qui fonctionnent extrêmement bien, qui sont très lus. Et donc, il ne faut pas hésiter à mettre un petit peu de commercial dedans. C'est pas choquant au footer de dire qu'en ce moment, il y a des promos ou des choses intéressantes. Mais ça ne doit pas être l'objet numéro 1 à la promo. Il y a beaucoup de traîneaux d'écran, en fin de compte, hein. Je suis en train de voir. Alors le fait d'avoir de personnaliser, c'est aussi quelque chose qui fonctionne bien, dans le sens où on va récupérer des données, par exemple ici géographiques, également au niveau de la signature. C'est-à-dire que quand on écrit à tout le fichier traîneau d'écran qui a, vous avez combien d'agences maintenant? Une cinquantaine? Donc une cinquantaine d'agences. Nous, on fait une seule campagne. On fait une seule campagne, mais on a un champ dans le fichier qui donne c'est un code à 3 chiffres. WAS, c'est WASCAL. Et en fait, on a des scripts qui vont venir mettre le nom de l'agence, les horaires, les numéros de téléphone, les liens vers le plan d'accès. Toutes ces choses-là sont des données qu'on appelle dynamiques. Donc c'est de la personnalisation qui est assez intéressante, parce que ça permet par exemple d'écrire au nom d'un commercial. Et on peut même au niveau de l'expéditeur et de l'adresse de réponse le personnaliser. C'est-à-dire que quand j'écris au nom d'un commercial, si le destinataire fait répondre, c'est bien le commercial qui va recevoir la réponse. Donc ça c'est très très intéressant. Ben voilà, super exemple. Alors c'est un exemple très récent, c'est une campagne qui est partie la semaine dernière. Je voulais la montrer parce que c'est une campagne à moins de 500 €. C'est une campagne qu'on a montée relativement vite. Il y a une société de la ruche qui s'appelle Stockner qui met des containers à louer au port fluvial. Donc il a des containers, mais avec éclairage, enfin un truc bien, un gardien. Et quand il a monté ça, il ne savait pas très bien où il allait. Et il m'a expliqué, aujourd'hui, c'est beaucoup de boîtes du bâtiment qui sont sur Valenciennes, qui sont sur Armentières, qui ont des chantiers sur l'île et qui en ont marre de trimballer du matériel, des matériaux. Et systématiquement sur le chantier, on a oublié la perceuse et on retourne à Valenciennes. Donc, ils louent ces containers et ils stockent du matériel. Donc, on a fait un petit message, texte, qu'on a personnalisé sur la cible des boîtes du bâtiment de la CUDL. On a, pour l'instant, on a fait autour de 20 km autour de l'île. Et c'est très personnalisé. Donc, bonjour, monsieur Streck. Voilà. Je suis Arnaud Nana, responsable commercial chez Stock Nord. J'ai une centaine de containers sur un site sécurisé proche de Croix. Donc Croix, on va remettre le nom de la ville de la personne à qui nous écrivons. On met directement le numéro de téléphone. S'il y avait eu plusieurs commerciales, on aurait mis directement le numéro de portable du commercial qui va bien. Et voilà. C'est une opération, je vous montre les taux parce que on n'a pas toujours des taux comme ça. Hein. Donc très ouvert. J'ai plus l'objet en mémoire, c'était... Prise de contact. Prise de contact. L'objet qui fonctionne bien. Donc 31% d'ouverture, et on a à peu près 2% de désinscription, ce qui en prospection est normal. Hein. Si on écrit à des gens qui n'ont rien demandé. Donc c'est très très logique d'avoir ces chiffres-là. Donc on est à peu près à 6,30 de clics. Et nous, on lui a fourni
tout simplement parce que les différents liens qu'on a ici vont vers son site. On lui a fourni la liste des cliqueurs et il rappelle derrière. Donc ça, c'est une petite opération facile à monter. On a fourni le fichier, on a créé le message, on l'a envoyé. Le gros du boulot, c'est à lui de le faire. Commandement numéro 7. Le fond à la forme, tu préféreras. C'est un des points où on a le plus de mal avec nos clients. C'est leur expliquer que c'est un support pauvre. C'est comme ça. Des fois, je préférerais faire du SMS, parce que moi, je peux leur dire, voilà, dans SMS, il n'y a pas d'image. Hein, on pourrait faire des MMS. Bon, soit. Aujourd'hui, là encore, c'est l'étude EMAP B2B, on a 80% des gens qui ne voient pas les images. Donc la forme que va utiliser votre message, honnêtement, les images, vous vous en foutez complètement. Elles n'ont aucune importance. Le message doit pouvoir fonctionner sans les images. Beaucoup de clients ont du mal avec ça, notamment les services communication. Ils veulent absolument faire de belles choses. Et je leur dis, mais faites une belle chose après. Ce qui est important, c'est de donner envie aux gens de cliquer et d'aller voir la suite. C'est pas dans le message que vous pourrez communiquer, mettre des vidéos, mettre des formulaires. C'est un support qui techniquement est compliqué parce qu'il est simple. Exemple, les messages. Alors ça, c'est des messages, c'est assez récent, je pense. Voilà, boucherie Lucidarme. On est client chez eux. Je reçois ça régulièrement. Jamais lu, jamais ouvert, jamais cliqué. Je suis sûr que si j'affiche les images, j'ai un truc magnifique. Un truc super beau. Mais je reçois ça, ça ne m'intéresse pas. Exemple de message qui va être jugé moche par un annonceur, mais qui est super efficace. Ça, c'est envoyé par la Cité des entreprises. Il y a une image ici, une image là. Donc on met plutôt les images en bas. C'est intelligent en termes de construction. Et l'essentiel du contenu, il est là. Et sur ce type de message, je vais être beaucoup plus enclin à cliquer. Bon, alors, je suis un peu extrême dans ce que je raconte là, mais c'est juste pour vous sensibiliser sur une chose, parce que souvent on fait des compromis. Si on virait systématiquement les images des messages, nos clients ne seraient pas contents. Il y a quand même des gens qui voient les images. Il y a certaines cibles qui voient beaucoup les images. On sait que quand on travaille avec des architectes ou des agences de com qui sont systématiquement en Mac, l'affichage des images, il est automatique. On sait pertinemment que sur les sites bâtiments où on a beaucoup de gens qui ont des iPhones, l'affichage des images est automatique. Donc c'est pas une règle systématique, mais en tous les cas, sans les images, le message doit pouvoir fonctionner aussi. C'est important. Alors, le point qui, à mon avis, intéresse le plus de gens aujourd'hui, et vous allez être très déçus par ce que je vais vous raconter. Parce que vous dites, ouais, c'est quoi? Alors, comment il faut faire? Je vais vous expliquer. Alors, qui a vu les 10 commandements de Cécile B2000? Il va vraiment falloir que je change mes références cinématographiques. Je vais prendre des films plus récents. Bah, je vous le raconte quand même. En fait, dans ce film, il y a une scène qui est superbe et qui est une scène qui est basée sur une balance. Parce qu'en fait, Ramsès est jaloux de Moïse, parce que Moïse, tout ce qu'il fait est réussi, et Ramsès, c'est le fils légitime de Pharaon. Normalement, il aurait dû récupérer le trône sans rien faire, mais il y a une sorte de demi-frère qui débarque de nulle part, qui fait des étincelles et qui risque de lui piquer son trône. Donc il fait tout pour décrédibiliser Moïse. Et notamment, il lui a sorti une sorte d'affaire Pénélope Fillon et plein de trucs. En gros, il a dit à Pharaon qu'il est en train de préparer un coup d'État pour le remplacer. Okay. Donc Pharaon va le voir avec Ramsès, et Pharaon lui dit j'ai entendu des trucs sur toi, c'est pas très bien. Et Pharaon lui dit il paraît que tu as donné un jour de congé aux esclaves. Parce que sa trouille, c'est qu'ils prennent tous les esclaves hébreux et on fait une armée en fait. Et on a notre ami là, Ramsès derrière qui prend un petit poids, puis il le pose sur la balance. Et Moïse dit oui, effectivement, j'ai donné un jour de congé. Et il paraît que tu l'as appelé le jour de Moïse. Ça se fait pas. Elle dit ouais, effectivement. Hop, un deuxième petit poids. Et ensuite il dit il paraît que tu as pillé les temples. Oui. Un autre poids. Tu as donné le grain aux esclaves. Oui.
Puis alors là, la balance elle est tellement chargée, évidemment, boum, elle tombe. Et à la fin, Moïse prend une brique, il dit les esclaves fabriquent des briques, les faibles en fabriquent peu, les morts pas du tout. Il pose la brique sur la balance qui est rééquilibrée. Le spam, ça marche exactement comme ça. C'est-à-dire que globalement, c'est des petits poids. Il n'y a pas de règle infaillible pour ne pas aller en spam. Le gars qui vous raconte ça, c'est un menteur. Nous-mêmes, on a des messages des fois qui partent en spam. C'est pour un tas de raisons. Alors, par contre, l'ordre dans lequel j'ai écrit les raisons, il est clairement dans l'ordre de ce qui est le plus important. Donc, qu'est-ce qui va faire que vous allez en spam? Dites-vous que les fournisseurs d'accès à Internet, ils fabriquent des scores. C'est-à-dire que... Et le plus important, c'est la réputation du serveur et de votre domaine de routage. Donc, imaginons, je suis la société, je suis businesslink.fr, et je me mets à faire n'importe quoi. J'écris à des gens qui n'ont pas demandé à s'inscrire chez moi. Je peux le faire en B2B, c'est permis. Mais je ne les désabonne pas. Quand le fournisseur d'accès me dit cette adresse est erronée, je nettoie pas mon fichier, je continue d'écrire sur cette adresse, même si je sais pertinemment qu'elle n'est pas bonne. Bon. À un moment, le fournisseur d'accès, lui, il comptabilise tout ça. Il dit BusinessLink, ça commence à me saouler, parce que chaque fois qu'il écrit, il y a 25% de ses adresses, elles sont erronées. Mais moi, je ne le sais pas. Je dois faire la recherche à chaque fois. C'est-à-dire je dois interroger un serveur de messagerie qui me dit ce gars-là, il ne travaille plus ici, et puis là, cette adresse n'existe pas. Ok, donc je redonne l'info à BusinessLink qui fait à nouveau pas son boulot et il me la renvoie la fois d'après. Donc le taux d'adresse erronée que vous aurez. Également le taux de plainte. Parce qu'à la fin, le mec qui continue de recevoir des trucs, qui se désabonne et il continue à recevoir, on en connaît tous, et des grosses boîtes qui font ça. À un moment, la personne dit ok, je me plains. Alors pas auprès de la CNIL ou non, il y a des boutons, ceci est un message indésirable. Et donc quand ce taux de plainte monte, quand le taux de NPA ou de hardbones augmente, à un moment on vous classe en liste noire et c'est fini. Alors ça peut être soit l'adresse IP de votre serveur de routage, ça peut être aussi votre nom de domaine. Alors là c'est très très chiant. Et nous on a récupéré quelques clients où au départ on a eu un mal fou à adresser là-bas, parce qu'ils avaient routé des quantités phénoménales de mails, et c'était leur nom même qui était devenu un spam word. Donc ça c'est très important. Donc là je dirais, il n'y a pas 50 solutions, comme aujourd'hui sur Internet pour tout, il faut payer. Si vous voulez arriver dans la boîte de réception, il faut travailler avec des logiciels de routage qui sont ce qu'on appelle des whitelists. C'est-à-dire qu'eux passent tous ces barrages, tous ces filtrages, ils font leur police eux-mêmes. Nous, sur le logiciel qu'on utilise, j'ai 25 000 € d'amende si je ne respecte pas la déontologie. Donc, en échange de ça, normalement, ils passent la douane. Moi, mes mails, quand ils arrivent, les barrières s'ouvrent, il n'y a pas de souci. C'est comme pour être en page 1 de Google, il faut payer. Pour que vos mails arrivent, il faut payer. Ça ne suffit pas. C'est-à-dire que si je fais du mauvais boulot, je serai sanctionné quand même. L'expéditeur. Alors, il y a des noms d'expéditeurs qu'il ne faut vraiment pas utiliser. Je vous mettrai ma boîte, je suis allé dans mes spams hier, j'ai fait... c'est très instructif. Vous allez dans vos spams, vous regardez la gueule des messages. Et vous comprendrez tout de suite ce qu'il ne faut pas faire. Parce que c'est un peu toujours la même structure, les mêmes erreurs qui sont faites. Et évitez d'utiliser des majuscules dans l'objet et dans l'expéditeur. Ça vous fout en spam direct. Il y a des tas de mots, mais la liste, elle est infinie. Il y a des tas de mots, crédit, promotion, solde gratuit, devis, marketing, business, mutuelle, assurance. On a eu le coup de Paddock, on le raconte régulièrement. On a un client qui vend des tapis pour les box de chevaux. Et le message, il n'était même pas en courrier indésirable, il était en spam. Et on ne le recevait pas, on va le rechercher en spam. On le relit, on se dit, mais il n'y a rien dans le message qui... Et le seul mot qui sortait un petit peu de l'ordinaire, c'était Paddock. Donc, vous allez voir, c'est assez empirique comme science, la mise en spam. On a enlevé Paddock, on a mis voiture, et puis ça passait nickel. Donc c'était ce mot-là qui bloquait. Le souci, c'est qu'il n'y a pas un autre mot, il n'y a pas de synonyme. Donc on a reconstruit le message, on va dire Paddock, on ne va pas le mettre dans l'objet déjà, parce que l'objet pèse plus lourd, je dirais, dans le score.
On l'a utilisé dans le message et on l'a mis qu'une fois au lieu de 3, quoi. Et le message est passé. Donc vous voyez, c'est pas une science exacte, hein. Il n'y a pas de recette de cuisine magique. Présence d'adresse IP dans les liens. Évitez tout ce qui est lien vers des IP. Mettez des noms de domaine. Alors pourquoi? Parce que c'est typiquement utiliser des IP, c'est une façon de se masquer, de masquer un petit peu le domaine enfin le serveur qui héberge les données. Et c'est très utilisé par les gens qui font du phishing. Le phishing, c'est quoi? Ce sont les entreprises qui vous font des faux sites bancaires, des faux sites de la poste pour essayer de récupérer des mots de passe, des logins. Et donc, du coup, comme on ne peut pas mettre d'adresse IP, les adresses IP, vous avez déjà vu à quoi ça ressemble, hein, ce sont des nombres avec des points entre deux. On a eu un mailing et on a mis du temps à le voir aussi. On avait mis le téléphone, on avait mis 03.20.12.45.78. Et le truc allait en spam, on ne savait pas pourquoi. Simplement parce que la façon d'écrire le numéro de téléphone avec des points, ça ressemblait à une adresse IP. On a mis des espaces et ça se passait très bien. Bah, le phishing, je viens d'en parler, et le rapport texte-image. Plus il y a de texte, mieux c'est, plus il y a d'images, moins bon c'est. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, les fournisseurs d'accès, il faut savoir que le mail représente 98% du trafic Internet. C'est pas du tout le surf, c'est pas l'échange de données, c'est pas l'EDI, c'est le mail. C'est énorme, ce sont des volumes complètement fous. Et pourquoi? Parce que dans les mails, plus on va mettre d'images, plus on va faire des appels sur serveur. Donc quand vous avez beaucoup d'images, vous consommez du web. Et donc les fournisseurs d'accès, ils font pas ça parce que vous êtes un méchant commerçant ou quelqu'un qui ne respecte pas les bonnes pratiques. Ils essayent juste d'améliorer leur bande passante et d'éviter des investissements, de louer des fibres optiques et des trucs de fou. Donc quand vous faites des messages qui mènent vers une image qui fait 7 mégas, ils n'aiment pas du tout. Ils n'aiment pas. Donc on ne met jamais les images dans le message, on ne met pas des pièces jointes, on fait des... Alors voilà, ça c'est mon dossier spam. Donc déjà, dès que vous avez des noms en anglais, hein, voilà, business register, je trouve que c'est un petit peu tout, c'est pas bon. Le fait d'avoir des points d'interrogation, les objets beaucoup trop longs, le fait d'utiliser 2017, là il y a eu tellement de vœux que 2017 maintenant c'est grillé. Si vous mettez 2017, putain, encore un con qui fait ses vœux, votre message passe pas. Donc, au début de l'année, on met toujours demander notre nouveau catalogue 2017. Là, à partir de février, il faut arrêter d'utiliser 2017. On pourra le réutiliser après. Mais les vœux ont grillé ce mot-là. Tout ce qui est en anglais, donc dès que vous avez quelque chose qui n'est pas dans la langue de la personne, ça ne fonctionne pas bien. Vous aurez toujours plus de problèmes de délivrabilité quand vous écrivez à des gens pas dans leur langue. Bon, évidemment, tu as vu les prix.com, solde, point d'exclamation, moins 74%, 120 000 euros, 50%. Vous voyez, dans l'objet, on utilise des trucs. Alors, non seulement c'est pas demandé par les clients, puisqu'ils l'ont dit, ils ne cherchent pas les offres promotionnelles, ça n'intéresse pas, c'est pas ce qu'ils veulent. On a un super onglet, voilà, il est en dehors de moi. On a un onglet messages commerciaux qui sert à ça, hein, donc c'est pas l'objet. Aller mettre ça là-dedans, c'est juste aller en spam. Commandement numéro 9, on arrive au bout. Tes pages d'atterrissage, tu soigneras. Aujourd'hui, nous, 60% du budget de nos campagnes, elles partent dans ces pages-là. Ce sont les pages les plus importantes. Vous avez tous déjà reçu un mail commercial d'un site qui vous vend un machin, et quand vous cliquez, vous arrivez sur la home page. Et vous ne retrouvez pas le machin dont il vous parle. Et des fois, j'étais vachement motivé, je voulais l'acheter ce truc-là, je ne l'ai jamais retrouvé. Et ça, c'est typiquement une campagne qui est gâchée. Donc le type, il a fait tout ce qu'on a dit depuis le début, il a réussi. Il m'a écrit, il m'a envoyé un truc, j'ai ouvert le mail, j'ai cliqué dessus, je suis intéressé, et là, j'arrive nulle part, et je comprends pas, je suis perdu, et je m'arrête là. Donc là, c'est vraiment dommage, on arrive vraiment au bout. C'est-à-dire que le type est rentré dans le magasin, il a fait le tour, et puis il est reparti. Il n'y a même pas un vendeur qui lui a demandé ce qu'il faisait là. Que faites-vous ensuite? Je ressors mon étude et mon B2B. Que souhaitent faire les gens suite à une campagne d'emailing? C'est aller sur le site internet de l'expéditeur, remplir un formulaire de contact, demander un devis.
Ça, c'est les gens qui reçoivent des mails qui disent ça. Donc faire des mails d'information en disant voilà, on est une entreprise, on fait un produit, appelez-nous, c'est pas ça qu'il faut faire. S'il y a un intérêt, les gens veulent tout de suite qu'il y ait une action. Donc ils veulent aller sur le site, peut-être télécharger de l'info, récupérer de l'information, ils mettront peut-être la page en favori, remplir un formulaire de contact, voire demander des devis. Nous, on est globalement payé par nos clients pour générer ce type de contact. Donc là, vous avez une page d'atterrissage type de nos actions. Là, on propose aux gens de télécharger un guide sur l'optimisation énergétique. Le message, je vous le montrerai après, il est exactement dans la même veine. C'est-à-dire qu'on retrouve graphiquement déjà quelque chose de très très proche. On en dit un petit peu plus que dans le message. On va pouvoir faire des tas de choses au niveau visuel qu'on ne pourrait pas faire sinon. On va leur proposer, alors que le message c'était simplement télécharger gratuitement notre guide sur l'économie d'énergie. Par contre là en page 2, on commence à leur dire tu veux une préétude, tu veux un devis, tu veux un rendez-vous avec mon commercial. Là on peut poser cette question-là. C'est beaucoup trop tôt d'en parler dans le message et encore moins dans l'objet. Faites une campagne, demandez un devis, elle ne marchera pas. Il faut amener les choses doucement. On a une zone pour que les personnes puissent s'exprimer et on a ici un formulaire qui est totalement pré-rempli. Quand on écrit à des personnes dont on a déjà les coordonnées, ne leur redemandez pas leurs coordonnées, c'est débile. Ce qui fait que globalement, quand on reçoit ça, on est rassuré parce qu'on est dans le même univers que le message qu'on a reçu. J'ai pas à m'emmerder à ressaisir la totalité des coordonnées. On me demande juste, tu veux faire quoi? Et c'est ce type de page qui est intéressante. Alors nous, c'est des pages qu'on construit pour une campagne spécifique, mais quand vous faites des messages qui mènent vers votre site, n'hésitez pas à créer une page spécifique sur votre site aussi. Une page qui soit bien foutue. Un autre exemple de téléchargement de documentation, ici pour Porte Cabine, vous voyez que le type de structure est très très proche. On a vu ce message tout à l'heure, une grande simplicité, demandez le catalogue Émile Morin, voilà la landing page qui correspond. Et effectivement, au départ, c'est simplement une demande de catalogue, mais on propose systématiquement d'être rappelé par un spécialiste. Là, c'est le fameux annonceur qui fait des paddocks. Ici, on a la possibilité de demander un devis, recevoir un échantillon. Voilà le type de page vers laquelle on arrive. Autre type de page qui fonctionne bien, parce que nous, le but aussi, c'est de récolter de la donnée commerciale, sont les diagnostics. Ça fonctionne très très bien. Proposer aux gens de s'auto-évaluer. Donc là, le message, c'était est-ce que votre installation de rack à palettes est aux normes? Oui, non, faites le test. Les gens y vont. Commercialement, c'est pas agressif. Et ils répondent à des questions. Est-ce que vous avez des échappes tordues? Est-ce que vous avez des protections? Est-ce que vous avez des plaques de signalisation de charge? Voilà. C'est un peu un résumé de la norme. Et là, il n'y a pas de formulaire, mais les données, on les a en cache. Donc on peut fournir à notre client qui a répondu quoi à quelle question. Et après, commercialement, c'est une vraie mine d'or, puisque comme en plus on est sur de la sécurité, on peut les contacter assez facilement. Ici, donc ça, là, c'était dans les produits. Là, dans les services, c'est un diagnostic sur... On a écrit à des DRH pour savoir s'ils étaient bien au fait de l'évolution de la législation sur l'entretien professionnel, avec, pareil, quelques questions. Et ensuite, les équipes commerciales rappellent suivant ce qui a été raconté. Les calculs d'économie, c'est un truc qui fonctionne bien aussi. Si vous devez démontrer que vous pouvez être intéressant et générer des choses pour vos clients, autant qu'ils le découvrent eux-mêmes. Donc, vous leur demandez des informations intéressantes commercialement. Ici, la surface en mètres carrés, c'est quoi le type de chauffage que vous utilisez. Et on leur dit, voilà, globalement, vous allez économiser 3 500 € par an. Après, au niveau des méthodes qu'on utilise, nous on met toujours nos sources, INSEE, indice du coût de la construction, mais globalement c'est pas très important, c'est juste un moyen de... Ici un autre calculateur sur les économies faites en remplaçant des lampes traditionnelles et des tubes néons par des LED. Ici un message
pour un produit très très compliqué, où là, on a initié une BD et on l'a terminée, cette BD, sur la landing page. Donc il y avait 5 cases, cette BD, et c'est expliqué, voilà, j'ai un problème, on vient voir, parce que c'était un produit assez abstrait. Et après, on reste sur un formulaire assez classique. Des landing pages avec vidéo. Donc là, on en a fait pour le LOSC. Ici, c'est la campagne des vœux de Porte-à-Cabine, qui mène vers une vidéo des vœux. Et même sur les vœux, on a généré du devis. Dernier commandement, et c'est assez logique, une fois qu'on a fait tout ça et qu'on a dépensé toute cette énergie et tout ce pognon, parce que c'est du temps, donc c'est de l'argent, il faut mesurer à quoi ça sert, ne serait-ce que pour savoir s'il est utile de le refaire. Donc on peut mesurer beaucoup de choses. Nous déjà, quand on fait des campagnes et que le volume du fichier le permet, on fait ce qu'on appelle des tests AB. Ça c'est un bon exemple. Vous ne savez pas si ce que vous proposez est intéressant parce que ça va réduire le coût chez votre client ou si ça va lui rendre du temps. C'est pas toujours évident de savoir si ce qui l'intéresse c'est de gagner du temps ou de l'argent. Là en l'occurrence c'était sur de l'externalisation d'un service informatique. Alors, on l'a testé directement sur l'objet, le message il était le même. Et donc on écrit à 25% de la cible avec l'objet A, à 25% de la cible avec l'objet B. Et en fait, une fois que tout est routé, c'est le meilleur, et là on choisit aussi l'indicateur, taux d'ouverture ou taux de clic, qui va déterminer qui de A ou de B est le meilleur objet, et on va router sur le reste de la cible l'objet qui aura eu les meilleurs résultats. Ça c'est sur un site marchand, c'est-à-dire qu'on a les différentes campagnes qui ont été faites, et directement le chiffre d'affaires qui a été généré. Donc ça aussi c'est quelque chose d'assez simple à faire sur les outils d'analytics. Ce sont des retours des campagnes. Les formulaires que vous avez vus, on demandait aux personnes s'ils voulaient des catalogues, des devis, être rappelés par téléphone. Voilà un exemple de retour pour un de nos clients. Vous voyez qu'il y a pas mal de demandes de devis. Ce qui est intéressant, c'est que si on avait simplement fait un téléchargement, par exemple, ou un lien vers un site web, on aurait une liste de gens qui ont cliqué. Là, on a des gens qui ont fait une demande beaucoup plus concrète, qui ont appuyé sur le bouton valider, donc ça a beaucoup plus de valeur, sachant que les cliqueurs, on les a aussi. Et surtout, on peut hiérarchiser, c'est-à-dire qu'on va commencer par rappeler les devis. Là, on a 3 demandes de devis, puis les demandes de rappel, et ceux qui ont simplement demandé un catalogue, on les traitera par la suite si on a le temps. Et si on a traité tous les catalogues, il nous reste encore tous les cliqueurs à rappeler. Ici, on est sur un exemple de message texte. Le message qu'on vous a présenté tout à l'heure, le message Stock Nord, qui était un message « Bonjour, je me présente, je me cache, commercial », voilà. On fait des liens directement vers le site du client. Donc là, quand on rend les cliqueurs, on lui dit qui, et on lui a dit sur quel lien les personnes ont cliqué. Donc ça, c'était un message qui ciblait les mairies, pour installer des coffrets électriques temporaires pour des manifestations. Et on sait s'ils ont cliqué sur coffret de distribution, répartition, comptage, ou simplement sur la homepage du site. Chose très importante aussi, les retours, il faut les traiter. C'est-à-dire que ce qui fait le succès d'une campagne, c'est que les personnes soient rappelées. Nous, on a beaucoup de feedback sur des actions qui ne sont pas traitées correctement. Donc là aussi, on incite souvent nos clients à étaler les campagnes. Si vous n'arrivez pas techniquement à rappeler tout le monde, c'est pas grave. Au lieu de l'envoyer en une fois, on l'envoie en 3 fois. C'est des choses qu'on peut faire très très facilement. Mais c'est toujours dommage de ne pas rappeler des gens ou de les rappeler trop tard. Parce qu'effectivement, plus on va vite, meilleure est la conversion. Donc je termine par la première diapo, donc, qui est un peu un résumé. Un bon fichier, un bon message, quelque chose de bien construit, routé correctement suivant les bonnes pratiques, une landing page qui va bien, et normalement vous aurez des taux de conversion intéressants. Donc voilà, vous avez le rappel des 10 commandements, avoir un bon fichier qualifié et entretenu, et segmenté, inspirer confiance, intriguer son destinataire, être régulier dans les envois, simple et direct dans ses messages, ne pas chercher à vendre tout de suite, segmenter ses offres pour augmenter les retours, personnaliser son contenu pour augmenter les retours. L'important, c'est vraiment ce qui se passe après.
Surveillez la délivrabilité par le taux d'ouverture. Ça aussi, si vous avez un message qui part en spam, vous le saurez très vite, c'est le taux d'ouverture qu'il faut regarder. De toute façon, le taux de clic sera mauvais aussi. Hein. Et quand vous avez toujours 10 ou 15 ou 20% d'ouverture, si à un moment ça s'effondre, c'est un problème de délivrabilité, c'est certain. Et après, il faut creuser. En général, nous, on regarde en premier les domaines Monadou, Orange, qui sont les plus durs, qui ont tendance à fermer les robinets le plus vite. Travailler ses landing pages, ça c'est très très important. Vous voyez, on peut être assez créatif sur ce qu'on propose aux personnes et mesurer ses actions. Pour les personnes qui sont intéressées, on est au premier étage, bureau 104. On est vraiment spécialisé dans tout ce qui est action de fidélisation, prospection, B2B et traitement de fichiers aussi. Voilà quelques-uns de nos clients. Est-ce que vous avez des questions ?